C'est une enseignante sous le choc, chahutée par un traumatisme, au point de témoigner avec une perruque. Depuis 5 mois, Flavie est en arrêt de travail. En octobre, le thème brûlant de la radicalisation des jeunes a soudain fait irruption dans son quotidien paisible de professeur de français de Châlons-en-Champagne. Ce 12 octobre, je viens de subir une inspection. L'inspectrice est encore dans ma salle, les élèves viennent juste de sortir. On toque, je vais ouvrir et là je découvre un élève de seconde, qui me dit « je vous apporte ma punition ». Et je découvre un couteau de boucher, un couteau avec une lame d'une 15aine de centimètres. Il soulève son gros blouson noir et je découvre une arme et il fait mine de la prendre. Je crie à l'inspectrice qui est au fond de la salle, il est armé, il va tirer. Et là, je pense vraiment que je vais mourir. Il poursuit dans le couloir, il tire en criant « Allahu Akbar ». Il fait écouter une musique islamiste. Il appelle la police pour leur demander de venir, en disant effectivement qu'il va tuer. La police interpelle le jeune de 15 ans. Son arme est en fait un pistolet à billes, mais il porte un treillis, un gilet pare-balles et une grenade factice. Ce qui étonne le plus, c'est le profil de l'adolescent, issu d'une famille de cadres, musulman d'origine algérienne, mais non pratiquant. C'est un jeune qui était un bon élève en début d'année. J'avais senti un flottement, un changement. Il semblait plus agité, moins concentré. Je pensais que c'était un élève qui était en décrochage scolaire. Je n'ai pas du tout imaginé quelque chose comme cela. L'adolescent apparaît perturbé. Il est donc placé en internement psychiatrique. 5 semaines plus tard, il est libéré et retourne au lycée, à nouveau armé. Une infirmière a vu le couteau, la barre de fer, lui a demandé ses armes. Il lui a donné la matraque, il n'a pas voulu lui donner le couteau. Interpellé une seconde fois par la police, l'adolescent répète qu'il veut tuer sa professeure de français. Je ne comprends pas. Je suis prof dans un tout petit lycée de province, dans un lycée extrêmement tranquille. Oui, bien sûr, cela a généré énormément d'interrogations. Selon l'avocat de l'adolescent, il n'a pas réellement voulu la tuer au nom d'Allah. Il s'agirait d'une dérive déguisée. Quand on voit le dossier, on s'aperçoit que tout cela était justement pour avoir une réaction policière, puisque son seul credo, sa seule envie, c'était justement la mort. Et il pensait que, dans une chose comme ça, s'il allait jusqu'au bout, eh bien, les policiers, ou les gendarmes, enfin, les autorités, lui tiraient dessus. Il avait trouvé cette solution particulière de dire « je vais être comme ça » et dans le contexte des événements de Charlie Hebdo, ils vont venir et ils vont me tuer. Vraie radicalisation djihadiste ou crise d'adolescence mortifère, la justice tranchera au procès. Flavie espère être reconnue comme victime d'actes terroristes. Et son cas n'est pas isolé. Le ministère de l'Éducation a recensé 1017 signalements de suspicion de radicalisation en un an. L'école se découvre avec stupeur, cible d'une menace djihadiste adolescente. Dans sa revue de propagande ultra-violente, Daesh appelle aussi explicitement, et en français, au meurtre de tous les enseignants de l'Hexagone, en les taxant de mécréants. Il est donc une obligation de combattre et de tuer, de toutes les manières légiférées, ces ennemis d'Allah. La lutte contre la radicalisation des jeunes devient grande cause nationale, avec tout un arsenal d'outils. Notre fils vivait dans un univers plutôt privilégié et il est en Syrie. C'est horrible parce que moi je voudrais le prendre dans mes bras, je peux plus. Vous êtes touché par ce drame, vous n'êtes plus seul. Appelez le 0800 005 696. Numéro vert, relié à une plateforme téléphonique, et spot télévisé de témoignages de vrais parents comme Véronique. Cette maman de Seine-Saint-Denis a appris depuis le tournage de ce spot que son fils Quentin est mort dans les combats en Syrie. Ce site internet, stopdjihadisme.fr, présente des sortes de tutos pour repérer les signaux d'une possible radicalisation d'un adolescent.
Il se méfie des anciens amis qu'il considère maintenant comme des impurs. Il change leur tenue vestimentaire, notamment pour les filles, avec des vêtements qui cachent le corps. Il fréquente assidûment des sites et des réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste. Pour la première fois, le 5 mars, un appel à témoins national, façon alerte enlèvement, a aussi été lancé afin de retrouver 2 adolescentes fugueuses suspectées de vouloir partir en Syrie. Puisque 600 jeunes Français auraient déjà rejoint Daesh, le ministère invite aussi dans les écoles des ambassadeurs pour défendre bénévolement les valeurs de la République. On appelle ça la réserve citoyenne. Sa figure de proue, Latifa Ben Ziaten, la mère de la première victime de Mohamed Merah. Ce jour-là, elle intervient devant des 3e d'un collège en zone d'éducation prioritaire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Madame Ben Ziaten Latifa. Je suis la maman de Ahmed qui était assassiné le 11 mars 2012 par Mohamed Merah. Je suis marocaine et je suis française. Mon confession, je suis musulmane. Je voudrais mon fils qui grandira normal, avec 2 cultures, 2 traditions et 2 valeurs. C'était important pour moi de donner ça à mes enfants. Et j'ai réussi, alhamdoulilah, j'ai réussi avec mes enfants, mes 5 enfants. Mais il fallait quelqu'un qui m'enlève cette joie, ce bonheur. C'est Mohamed Merah. Il a pris la vie à Ahmed, parce que Ahmed, c'était un militaire. Il était fier de porter son uniforme, il était fier de servir la République. Ahmed Ziaten, 30 ans, la première des 7 victimes de Merah, était instructeur de parachutisme. Il avait posté une annonce sur Internet pour vendre sa moto. Mohamed Merah lui a donné rendez-vous en se faisant passer pour un acheteur potentiel. Mohamed Merah, chers élèves, il avait une caméra. Il filmait tout. Il lui dit, tu es militaire? Mon fils lui dit oui. Il lui a dit, vous tuez mes frères en Afghanistan. Aujourd'hui, je vous tue. Il a sorti l'arme. Allonge-toi. Et mon fils refuse de s'allonger. Mets-toi à genoux. Non, je ne mettrai pas à genoux. Tu veux tirer, tire crétin. Mais je ne mettrai pas à genoux. Et mon fils, il est mort debout. Voilà. Pourquoi autant de haine pour tuer 7 victimes gratuitement? Pourquoi? Alors je dis, je vais y aller. Et je me suis trouvée dans son cité. Il y avait un groupe de jeunes. Je demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous savez où il habite Mohamed Merah? Ce jeune homme, il m'a souri, il me dit, madame, Mohamed Merah, c'est un martyr. C'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Oh, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez, la dame qui est en face de vous, c'est qui? C'est la mère Ahmed, le premier soldat qui a été assassiné. Vous dites Mohamed Merah, c'est un martyr? C'est un héros de l'islam? C'est ça l'islam? Et tous ces jeunes, ils sont élevés, ils étaient mal à l'aise, ils étaient perdus. Il y en a un qui m'a pris la main comme ça. Il m'a dit, madame, je sais que vous faites là, vous êtes courageuse. Après le témoignage vient l'échange, avec en toile de fond le malaise adolescent, les ruptures familiales. Tout à l'heure, vous avez dit qu'une mère ne peut ne pas aimer son enfant, mais moi, j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui ne sont pas aimées du tout par leur mère. Des fois, il y a la fierté, on a certaines personnes, il y a une fierté. Et cette fierté, on n'arrive pas à la maîtriser. Et on ne peut pas dire « je t'aime ». Peut-être il ne le montre pas, mais chaque mère, elle aime son enfant. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez trouvé la force, le courage de vous battre encore alors que votre fils était mort. Il est là avec moi, mon fils. Il est toujours avec moi. Il n'est pas parti à Ahmed. Il a refusé de se mettre à genoux. Alors, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Est-ce que vous avez reçu des menaces sur des réseaux sociaux, des choses comme ça? J'ai reçu des menaces parce que je parle de la République et des valeurs et de la laïcité avec mon foulard. Merci beaucoup, madame. 2 heures d'échange sur Merah, mais aussi les attentats de Charlie Hebdo, le 13 novembre, la Syrie ou encore la propagande de Daesh sur Facebook. À la fin, les enfants sont bouleversés.
moi, ça devrait réveiller les gens. Je sais pas, moi. Moi, de toute façon, je savais que Mohamed Merah, c'était pas un héros. Mais elle a dit aux autres que c'était pas un héros. Et qu'il a fait du mal à tout le monde. Latifa et Benziaten ouvrira ce mois-ci à Sarcelles la maison IMED contre la radicalisation. Un centre où des psychologues recevront des jeunes, des familles, mais aussi des professeurs, parfois désorientés. Nous, on fait ce qu'on peut, mais en face, il y a quelque chose qui s'appelle effectivement Internet et toutes les théories du complot, sur lesquelles il passe beaucoup de temps. Et on n'est pas toujours suffisamment bien armé pour pouvoir lutter, quoi. On a l'impression d'avoir parfois un train de retard. Sur Internet, Daesh diffuse en effet des vidéos de propagande, comme celle-ci, en se soumettant à son ordre et en allant porter secours, qui appelle les adolescents à les rejoindre dans les combats en Syrie. malgré l'abandon du confort, de nos richesses, de nos métiers, de notre famille, de nos amis et de bien d'autres sacrifices. L'État met donc en ligne des vidéos de contre-propagande, utilisant les mêmes codes visuels et musicaux. Débattre, informer et parfois punir. Certains actes commis en classe reçoivent une réponse, une sanction pénale. À Marseille, Nissa réalise encore difficilement que son fils Patrick, 19 ans, vient d'être lourdement condamné pour apologie du terrorisme. Ça, c'est sa photo. Il avait 12 ans. Il était vraiment blanc quand il est né, Patrick. Père catholique, maman d'origine algérienne, Patrick fait le ramadan, mais sa pratique de la religion musulmane ne va pas plus loin. Danseuse orientale, Nissa, elle, a l'habitude de se produire tant dans des mariages maghrébins que dans des fêtes juives. Voilà, ça c'est la chambre de Patrick. Ça c'est sa chambre. Ça c'est sa photo. Quand il était ici dans sa chambre, c'est quelqu'un qui a quel passe-temps? Il aime bien regarder la télé? Il aime trop la télé, il aime sa play, il joue au foot. Avec la play, il joue au foot tout le temps. Nissa et sa fille aînée, Sarah, nous expliquent que Patrick avait déjà un casier judiciaire mentionnant 12 vols et des outrages à agents. Mais il avait laissé derrière lui son CV de petit délinquant pour passer un bac pro, force de vente. Jusqu'au dérapage en classe, suite à la minute de silence consacrée aux attentats du 13 novembre. Donc Patrick, il a dit oui, certes, on pleure, mais comment ça se fait que vous en pleurez pas pour les gens de la Palestine Et après, il a dit tout ça, c'est la faute des Juifs. Et après, l'école, ils m'ont appelé, ils m'ont dit madame, venez chercher votre fils. Patrick s'exclame en classe. Les Juifs, faut tous les calacher, tous les crever. Bientôt, tout le monde sera musulman. Au Bataclan, il y a eu 130 morts, mais en Syrie, il y en a tous les jours. Quand je lui ai demandé, mais attends, est-ce que tu connais des Juifs? Oui. Ils t'ont fait du mal? Non. Ben, pourquoi t'as dit ça? Eh ben, tu comprends, tous les collègues, ils disent que c'est la faute des Juifs. Donc, j'ai dit, d'accord, mais est-ce que toi, c'est ce que tu penses? Ah, moi, j'en sais rien. Il est influençable, Patrick? Très influençable. Très même. Très influençable. C'est quelqu'un qui a du mal à penser par lui-même. Hein. Patrick est exclu du lycée, puis jugé pour apologie du terrorisme. Étant majeur, il écope de 10 mois de prison ferme à la maison d'arrêt des Baumettes. Moi, la seule chose qui m'a inquiétée, c'est de me dire que de l'autre côté, il y avait réellement des personnes qui étaient radicales et qui allaient lui embobiner le cerveau. Immature comme il est, ils vont essayer de lui montrer que c'est des grands frères et ils vont commencer à lui parler, à lui dire « tu verras, c'est ça qu'il faut que tu fasses ». C'est comme ça qu'ils ont réussi à embrigader pas mal de jeunes. L'analyse du téléphone et de l'ordinateur de l'adolescent n'ont pas révélé de contact avec des islamistes. Selon son avocat, Patrick est un provocateur qui, s'il avait vécu dans les années 80, aurait été punk avec les cheveux roses. Ils doivent le punir, certains,
Mais pour donner 10 mois ferme, j'étais pas vraiment là-dessus. Le contexte était très, très pesant. Le contexte et son casier judiciaire. Mais le contexte était écrasant. L'avocat avait proposé des sanctions alternatives à la prison. Il a eu des propos antisémites. Eh bien, allons discuter avec des juifs de ce que c'est que l'antisémitisme. Je suis sûr que la LICRA l'aurait reçu. Je suis sûr qu'on aurait pu organiser une visite au camp d'Émile. Et puis, il est intelligent, il sait lire et écrire. Eh bien, des fiches sur le visionnage de films comme Le Chagrin et la Pitié, comme La Liste de Schindler. Or là, il n'est pas confronté à la réalité de ce qu'il a dit. Il est confronté à la sanction qui lui est infligée. Et ça n'est pas adapté. Mera, Kouachi, Koulibaly, beaucoup de jeunes auteurs d'attentats se sont radicalisés en prison. S'il est facile de repérer un jeune lorsqu'il tient ouvertement des propos antisémites comme Patrick, certains signaux de potentielle radicalisation sont plus compliqués à décoder. Certaines régions ont donc mis en place un dispositif d'alerte très sophistiqué. C'est le cas des Alpes-Maritimes, où 55 jeunes sont partis en Syrie en 3 ans. Au sein du rectorat de Nice, Claudio Sanalitro exerce depuis novembre un métier tout nouveau. Cet ancien gendarme est devenu référent radicalisation. Une tour de contrôle qui réceptionne les signalements émanant du numéro vert, mais également des chefs d'établissement des écoles. Madame la principale, bonjour. Je me permets de vous appeler au sujet des 2 cas que nous avions évoqués l'autre jour. Nous ne sommes pas sûrs que les signes soient révélateurs puisque nous n'avons rien observé. Au contraire, elles ont certainement été approchées, mais qu'elles ne se sont pas radicalisées. Les signes ne sont pas révélateurs. Ben, c'est plutôt rassurant, tant mieux. Hein. Au revoir. Il a fallu un peu de temps pour que les proviseurs n'assimilent pas cela à de la délation. Mais le référent radicalisation reçoit désormais une dizaine de signalements chaque semaine. À chaque fois, il remplit cette fiche de renseignement qu'il transmet à la préfecture. Et là, on a la petite case suspicion, radicalisation. Donc l'enfant, il est au courant qu'il a fait l'enfant n'est pas au courant. D'un signalement. L'enfant n'est pas au courant. Les parents sont au courant s'il y a un signal qui est émis, mais l'enfant n'est pas au courant. Ce sont des victimes, ces enfants. Hein. Ce sont des victimes qui sont victimes d'embrigadement, c'est tout. Hein. Ou d'enrôlement, comme vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Et ce qui m'inquiète, c'est pas ceux qu'on détecte. Hein. Ce qui m'inquiète, c'est ceux qu'on ne détecte pas. Hein. Pour détecter le plus possible, le référent radicalisation rejoint chaque vendredi la préfecture. Nous assistons exceptionnellement à cette réunion confidentielle et ultra sensible. Une cellule de crise qui regroupe le sous-préfet au premier plan, un juge pour enfants, l'éducation nationale, les services sociaux, mais aussi les policiers des renseignements territoriaux, les anciens RG. La chef de cabinet du préfet va détailler la quinzaine de signalements de la semaine, 522 en tout depuis le démarrage du dispositif. Alors on a 3 dossiers à étudier cette semaine et quelques dossiers à revoir. Donc le premier, alors il s'agit de parents divorcés, il y a 3 enfants. Lui est domicilié avec sa mère, il est converti à l'islam depuis 1 an. Sa mère est catholique, son père d'origine égyptienne et musulman pratiquant. Alors plusieurs signes de radicalisation. Il porte la tenue, la djellaba, il fait ses prières, il porte la barbe, il refuse de regarder la télévision. Il considère qu'il y a des femmes qui peuvent être nues. Il considère sa mère et ses sœurs comme des mécréantes puisqu'elles portent des jupes. Il approuve les attentats. Voilà, il a des propos très virulents. L'idée, ce serait de proposer très rapidement à la mère s'il y a des mineurs. Pourquoi pas oui, et puis de protéger les plus jeunes par une OST, oui. Oui. En savoir un peu plus quand même. Ensuite, donc celui-là à réanalyser. Hein. Une OST, autrement dit opposition à la sortie du territoire. Une mesure d'urgence à effet immédiat qui permet d'empêcher un mineur de prendre l'avion ou de lui confisquer son passeport.
C'est un dispositif qu'on a mis à profit à plusieurs reprises, encore une fois cette semaine, hein, avec une jeune fille qui avait fait le matin même, enfin la famille de la jeune fille avait fait le matin même à Marseille une opposition à sortie du territoire et elle a été interceptée l'après-midi à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Elle était en partance pour une destination signalée qui est la Turquie. La plus jeune enfant évoquée ce jour-là n'a que 11 ans. Les cas sont égrenés, de plus en plus préoccupants. Au fil des semaines, certains jeunes brouillent les cartes de façon contradictoire. Alors, il s'agit d'un signalement de janvier 2016, âgée de 16 ans. Donc en classe, elle aurait crié Allah Akbar à plusieurs reprises. Sur cette adolescente, les renseignements généraux ont enquêté. La maman n'est pas inquiète, hein, n'est plus inquiète. Effectivement, elle s'habille à l'européenne, elle fait la fête avec ses amis, fait quelques prières, ne mange pas de porc, effectivement. D'après nous, les faits rapportés sont largement exagérés concernant la radicalisation. Mais l'inspecteur d'académie tempère l'optimisme de la sécurité intérieure. L'établissement nous signale qu'elle se voile quand elle sort du lycée. Oui, c'est comme ça qu'on en a parlé la première fois. Je pense que ça mérite de refaire un coup de vérif quand même. La cellule évoque enfin le cas d'un adolescent de 15 ans qui porte la djellaba des combattants de Daesh. Donc on a eu cette semaine, je crois, une remontée par le chef d'établissement. Pas franchement rassurante. Alors il a dit qu'il a acheté son camis et son pantalon chez Zara ou H&M et que c'est la grande mode et que tout le monde porte ça. Bon, je rappelle que ces garçons, puisqu'il y en a 4, ils ont tenté de partir. Hein. Et qu'on sait qu'en novembre, ils avaient encore tout ce qu'il fallait de prêt pour partir. Et qu'ils ont un comportement tout à fait normal, on va dire, au sein de l'établissement. Élève parfait. Hein. C'est la situation pour laquelle... Et puis ils savent très bien s'adapter. Ils ont passé toute une nuit à fêter les attentats. C'est ce qu'il nous a été dit, oui. Vraiment important pour nous d'avoir des retours de votre part sur des cas qui se dégraderaient. On ne vous fait pas de dessin, c'est très important. Cet adolescent est suivi par Patrick Amoyel, surnommé le psy du djihad. Dans les locaux de son association, il suit en thérapie une trentaine de jeunes, obligés de le voir sur injonction de justice. Il essaye de les libérer de l'emprise mentale de Daesh, mais c'est de plus en plus difficile. Ce qui nous a un peu étonnés, c'est après le 13 novembre, un certain nombre de gens qui ont tout à fait soutenu les attentats du 13 novembre et qui ont dit on est très contents, 130 morts, c'est très bien, et il aurait fallu plus de morts, etc. Et il nous dit ça en consultation, avec une certaine fierté. D'ailleurs, après le 13 novembre, il y en a un certain nombre qu'on a vu plus sûrs d'eux-mêmes, y compris au niveau physique, plus assurés dans l'espace, etc. C'est très, très étonnant. On s'aperçoit que d'une séance à l'autre, premièrement, il trouve les arguments pour répondre à l'ébranlement qu'on a suscité la fois précédente, et surtout, il existe des idéologues qui les attendent à l'extérieur, alors pas devant la porte, et qui, d'une semaine à l'autre, arrivent à les faire marche arrière. Autre fait surprenant, ces psys du djihad sont confrontés à de plus en plus de jeunes filles. 40% des adolescents affirmant vouloir tuer ou se tuer au nom d'Allah sont des adolescentes. Dans ce train, en direction de la Normandie, la chercheuse Dounia Bouzar, accompagnée d'une psychologue de son association contre les dérives sectaires liées à l'islam. Cela fait 2 ans que cette anthropologue, protégée 24 heures sur 24 par des policiers en civil, sillonne la France, mandatée par les préfets et le ministère de l'Éducation. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec Émilie, une adolescente de 16 ans, obligée depuis 1 an par la justice à suivre un stage de déradicalisation. Émilie, c'est donc une jeune fille de famille athée qui était très bonne élève, une précoce. Elle s'est enfermée sur Internet parce que justement, elle était un peu décalée de ses autres amis.
parce qu'elle cherchait des choses au départ profondes, authentiques. Et puis elle s'est fait happer par les rabatteurs, comme tant d'adolescents aujourd'hui, qui n'arrivent pas en disant on est les rabatteurs de Daesh. On va commencer par lui montrer les enfants gazés par Bachar el-Assad, mais on va lui montrer d'autres choses. Et puis on va finalement lui dire que les adultes lui mentent, ils lui mentent surtout. Et petit à petit, ils vont l'amener dans un monde paranoïaque, où finalement elle ne va plus faire confiance à personne. Donc c'est petit à petit qu'ils vont prendre de l'emprise sur elle, tout doucement. Finalement, elle pense qu'elle a une mission divine, elle y croit, elle va même convaincre les autres, tous. Ils sont à la fois victimes et coupables, ils sont porteurs de cette idéologie, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus s'en passer finalement. Un peu comme ça peut être le cas avec la toxicomanie. Dounia Bouzar rencontre régulièrement cette adolescente déscolarisée et assignée à résidence, qui a plusieurs fois tenté de rejoindre la Syrie pour se marier. L'entretien a lieu dans un hôtel pour des raisons d'anonymat et de sécurité. Depuis qu'elle suit ce stage, Émilie a reçu des menaces de Daesh. La jeune fille arrive voilée, en compagnie de sa maman. Ça va ? On va garder Émilie comme d'habitude. Émilie, tu restes avec nous ? D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, comment tu vas alors, Émilie ? Je suis plus dans ma phase de reconstruction. C'est un peu compliqué, mais ça va. Donc, qu'est-ce qui est compliqué alors ? D'avoir des projets pour l'avenir, autres que aller combattre ou partir en Syrie. Tous les sentiments qu'on m'interdisait d'avoir, ils reviennent d'un seul coup sans savoir pourquoi. T'as l'impression qu'on t'interdisait d'avoir des sentiments ? Bah ouais, on me disait que rigoler c'était pas bien parce qu'on se faisait remarquer, il fallait pas devant un homme. Tu t'en rends compte maintenant à quel point ils t'ont isolée ? Bah oui, je m'en rends compte. J'ai perdu beaucoup de mes amis, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu m'aider que j'ai rejetées. Ils ont gâché une partie de ma vie en fait. Émilie est sur le fil, fragile, parfois encore perdue. Issue d'une famille catholique non pratiquante, elle s'est convertie à l'islam il y a 2 ans. L'adolescente en crise se fait embrigader par des recruteurs de Daesh sur Facebook. Elle sèche les cours et est exclue de l'école. Tu arrives maintenant à vraiment bien réaliser comment ils t'ont fait douter de tes professeurs, par exemple ? Bah ouais, ils font n'importe quoi, ils vous font douter de la religion, faut pas les écouter. Les cours de sport, faut pas parce que y a un contact avec des hommes, il faut pas vous montrer en jogging, ça montre vos formes. Ou alors ça allait beaucoup plus loin en me disant que les cours en général, bah ça servait à rien, puisque de toute façon la femme elle devait pas travailler. Et puis ils t'ont isolée de ta famille aussi, beaucoup. Ouais, beaucoup. En fait, tout est fait pour que tu sois seule et que finalement tu n'es plus qu'eux, en fait. Ouais. Je me sentais protégée, je me sentais en sécurité avec eux. Tu dis, je me sentais protégée. Ouais. Pourquoi tu te sentais protégée ? Déjà, je me sentais protégée. C'est bizarre, mais de mes parents, parce qu'on me disait que c'était pas des gens bien, qu'ils veulent que tu redeviennes comme avant, sans religion, sans principe, sans valeur. Au fur et à mesure qu'ils me disaient que ton père il va te rejeter, et ben mon père, j'avais l'impression qu'il le faisait vraiment. Et avec eux, je sais pas, je me sentais protégée, comme s'ils m'abandonneraient jamais. C'est pour ça aussi que je m'opposais pas à ce qu'ils disaient. Parce que je me disais, si je m'oppose, ça veut dire que je suis plus avec eux et je fais quoi après? Je suis toute seule. J'ai perdu ma famille et j'aurais perdu mon groupe d'amis. Donc je serais toute seule. L'expérience de déradicalisation, d'abord on l'a fait avec les parents, il faut rendre hommage aux parents. Daesh a pu détruire le cœur, a pu détruire le cerveau, mais il ne peut pas détruire l'inconscient. Alors si Émilie, elle entend la même musique tous les dimanches matins, quand sa maman fait le ménage, si sa maman remet la même musique, elle est obligée de ressentir quelque chose. On appelle ça la Madeleine de Proust entre nous et ça marche très fort. Il n'y a pas un jeune qui n'a pas une sensation parce que on a tous ressenti des choses quand on était enfant. Tu viens de dire « ça me faisait rien quand on me montrait qu'ils tuaient des innocents ». Ouais, parce qu'ils nous déshumanisent en fait. On est tellement habitués à voir des vidéos où ils tuent. Et on nous dit que c'est normal, que c'est parce qu'ils ont insulté le prophète, parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça. Quand on est dans ça, ça nous fait rien. C'est vraiment. Ça, en fait, si, ça nous fait quelque chose, mais on n'a pas le droit en fait de montrer. Ça te faisait encore quelque chose? Ouais, ça me faisait quelque chose, mais j'avais pas le droit de pleurer.
Si il y a un juif qui est en train de mourir devant toi et que tu pleures et que tu l'aides, mais ça veut dire que t'es avec lui, t'es pas avec nous, faut choisir ton camp. Je sais pas, en fait, quand on est dans ça, on a besoin d'être tout le temps avec eux, donc on s'oppose pas à eux. Tu devais te rattraper des péchés que tu avais commis avant de connaître Daesh, en fait, avant d'être dans le vrai islam, entre guillemets. Ouais, puis aussi pour notre famille, en fait, on nous dit quand on meurt martyr, nos parents ils peuvent venir avec nous, même s'ils sont pas musulmans au paradis. Bah, on se dit, bah, c'est comme un cadeau qu'on leur fait, en fait. Eux, ils savent pas, pour eux, ils vivent l'enfer parce qu'ils nous voient partir, mais nous, non. Nous, on sait très bien qu'après, ils vont être fiers de nous parce qu'ils seront au paradis avec nous. Enfin, donc la mort vous sépare pas, la mort vous permet de réunir pratiquement les gens que vous aimez. Émilie, pendant des mois, elle nous a dit bah, je sais pas trop où j'en suis. Est-ce que c'est vous qui m'endoctrinez ou est-ce que c'est Daesh Et parfois, elle venait en disant Dounia, c'est toi qui nous endoctrine, c'est toi qui nous remets dans le faux, je suis en train de me faire avoir là. Mais elle pouvait le dire. Elle pouvait le dire et je lui disais c'est normal que tu penses ça, Émilie. C'est normal. C'est signe de bonne santé mentale. Tu sais plus où t'habites, t'as plus confiance en personne. C'est normal. Je me suis convertie avec de bonnes intentions, en voulant faire le bien. Et au final, je suis devenue un monstre, en fait. Je voulais tuer tout le monde, j'aimais plus personne, j'ai rejeté ma famille. Alors que quand je suis rentrée dans l'islam, une des premières choses que j'ai apprises, c'est qu'il fallait respecter ses parents. Ouais. Bah, je leur en veux de m'avoir fait ça. Ce que j'ai vécu et ce que je vis en ce moment, je le souhaite à personne. Une fois qu'elle va retrouver toutes ses forces, ce sera quelqu'un d'extraordinaire parce que ce qu'elle a vécu va devenir une force et je suis absolument persuadée que ce sera une force pour elle mais aussi pour la société. Elle a quelque chose à donner et elle apportera à la France. Ces derniers jours, plusieurs adolescentes suivies et qu'on croyait repenties ont été arrêtées alors qu'elles préparaient sur Internet des attentats terroristes. Le travail sera long, complexe et les rechutes possibles. Une dizaine de centres de déradicalisation ouvriront leurs portes d'ici 2017. Ils accueilleront des adolescents pour environ 10 mois.